Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui, je reçois Francis Gillery. Bonjour. Bonjour. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Voilà. Alors, Francis est réalisateur de documentaires. Tu en as réalisé une dizaine à peu près. Un peu plus. Un peu plus. Bon. Alors, je vais en citer quelques-uns. Oui, j'ai oublié de dire, tu as 53 ans. Même si tu ne les fais pas. Alors, La double mort de Pierre Bérégovoy, qui avait beaucoup fait parler de lui, c'était sur France 3, je ne me rappelle plus de l'année. Mais enfin, 2008. 8. Le cartable de Big Brother, c'était un peu le premier des documentaires, non? Qui a fait Non, parler de lui. j'en avais fait avant, notamment sur Frédéric Dard, mais c'est le premier, effectivement, qui était l'objet d'une longue investigation. Et là, c'était sur l'école. Sur l'école. Un documentaire qu'on retrouve d'ailleurs en ligne aujourd'hui, je crois. La vie après la Shoah. Alors ça, c'était en 2009 sur la chaîne Toute l'Histoire. Et un deuxième documentaire sur la Shoah aussi. Il ne savait pas, point d'interrogation. Alors on va en parler aussi, c'est intéressant. C'est est-ce que les résistants étaient au courant du sort qui était réservé aux Juifs? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou pas fait, justement. Ça, c'était toujours sur la chaîne Toute l'Histoire. Alors, Diana et les fantômes de l'Alma, donc sur Diana, Lady Di. La princesse et sa mort, surtout. Et sa mort, alors sachant que tu en avais fait un autre qui s'appelait Lady Died. Oui, alors ça, c'était quelques années plus tôt, et qui était, lui, plus un film sur les médias et la mort de Diana. Voilà. Et puis, un documentaire aussi que j'ai vu, La légende du juge Borel, sur des histoires vraiment très bizarres qui se sont passées à Djibouti. C'est d'abord, à l'origine, en 1995, la mort par immolation dans le désert de Djibouti du magistrat Bernard Borel, et une enquête qui ensuite a déterminé que c'était un suicide pour dépression, entre autres. Voilà. Et puis le temps venu et la contestation de sa femme a fait que on a pu établir que c'était un assassinat. Ouais. Mais alors c'est la cause. C'est la cause. Problème. Ouais. Bon. Et le documentaire apporte des éléments assez probants. Alors tu viens de sortir un livre que je vais montrer là, dont tu peux dire quelques mots. Donc c'est sur Frédéric Dard, puisque tu as fait un premier documentaire, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Sur Donc San Antonio, Frédéric Dard, que j'ai connu avec mon collègue François Rivière, qui est journaliste, critique littéraire et romancier, et connu pour réaliser un documentaire dans la collection Un siècle d'écrivains de Bernard Rapp, c'était il y a des années maintenant, sur France 3, et où on retraçait sa vie, la vie de Frédéric Dard, qui est devenu le célèbre commissaire San Antonio, en mettant en avant la partie peut-être à l'époque moins connue de San Antonio, c'est-à-dire cet auteur, Frédéric Dard, auteur de pièces de théâtre, de romans noirs et psychologiques, et puis également auteur de cinéma. Et alors dans ce livre, ce sont en fait des propos inédits tirés du documentaire justement qui n'ont pas été diffusés. Voilà, c'est-à-dire que le documentaire de la collection Un siècle d'écrivains, c'était 47 minutes, hein, c'est pas très 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 long pour une œuvre aussi riche, et on avait beaucoup tourné, quoi. On avait beaucoup. Alors Frédéric Dard, il parlait autant qu'il écrivait ou... Ah, mais c'est comme si c'était du roman, c'est-à-dire qu'il parlait tellement bien que c'était aussi agréable à l'entendre qu'à le lire. On a l'impression que tout était réfléchi, alors que c'était du question-réponse tout à fait épatant. Et alors, on avait des heures et des heures. Voilà. Donc vous êtes dit, pourquoi ne pas en faire quelque chose? C'était l'occasion des 10 ans de sa mort, où le Fleuve Noir voulait, qui est son éditeur historique, c'était l'idée de commémorer quelque chose, et donc de donner au public qui l'apprécie à lire du Frédéric Dard, inédit. Et alors pour les jeunes générations, peut-être qui ne connaissent pas très bien, est-ce que tu peux donner quelques chiffres? Combien de livres San Antonio? Combien de ventes? Par exemple, son grand succès, c'était l'Histoire de France par San Antonio. Ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires. 1 million. On a du mal à imaginer. Et sinon, c'était des ventes 500 000. Enfin, c'est énorme. Chaque roman. Chaque roman. Oui, et ça. Tu me disais, il en écrivait 4 ou 5 par an? Alors, dans la grande période, il en écrivait entre 4 et 5 par an. San Antonio. Hein, donc, ces histoires du commissaire San Antonio et de Bérurier. Mais à s'ajouter à cela, 1 à 2 romans noirs. Et parfois une pièce de théâtre. Donc il était aussi prolifique que sa chaîne. Il travaillait tout le temps, oui, il travaillait tout le temps. Donc il n'y avait pas de vie.
Il avait une vie privée, si, bien sûr. Ah oui, il arrivait quand même. Ah ben, bien entendu. C'est-à-dire que quand je dis il écrivait tout le temps, c'est que ça faisait une partie intégrante de sa vie. Et une journée sans écriture, il était presque malade, quoi. Ouais. Il est mal. C'est un graphomane, quoi. Il fallait qu'il écrive, comme il dit, qu'il sorte ce qu'il y a en lui. Voilà. Et alors, il écrivait d'une manière très particulière. Bon, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais enfin, c'est intéressant aussi de voir qu'il inventait plein de mots, par exemple. Oui, alors le langage de San Antonio, alors ces inventions qui, comme il me le dira plus tard, étaient très compliquées, en fait. Et c'est le paradoxe pour le public, c'est-à-dire de lire quelque chose qui a l'air léger et qui, en fait, est l'objet d'un travail très, très intense. Ah ouais. Comme Céline, il réécrivait beaucoup. Ah ouais, en tout cas, pour ce qui est de ce qui a fait sa spécificité dans la langue de San Antonio, c'était beaucoup de travail, Mais ça a l'air facile, Voilà, ça a l'air facile. Et c'était quand même un truc qu'il disait sur la fin de sa vie. C'est pas un regret, mais quelque chose comme... on a l'impression que j'ai gagné plein d'argent, j'ai vendu plein de livres, et que c'était facile. Et ben il dit non, écrire San Antonio, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était difficile. Et alors son fils a pris la suite? Alors, son fils a pris la suite en signifiant bien que c'est le fils. Mais c'est toujours San Antonio. Et il continue, comme beaucoup d'œuvres littéraires ou de bandes dessinées, l'œuvre est continuée par d'autres. Là, c'est son fils, donc c'est très proche de lui, il était très proche de son père. Oui, c'est comme Is No Good qui est continué par le fils de Tabari. Par exemple, mais sinon, quand on dit Lucky Luke, c'est repris au niveau du scénario par des gens divers, dont Laurent Gérard, par exemple. Il y a plein d'œuvres. Black et Mortimer, c'est repris par... il y a eu plusieurs auteurs et dessinateurs qui ont fait des nouvelles histoires de Black et Mortimer. Alors j'en parle parce que j'ai fait pour France 5 il y a quelques années maintenant un documentaire sur Edgar Pierre Jacobs, l'auteur de Black et Mortimer. D'accord. Alors justement, venons au documentaire, parce que tu en as réalisé beaucoup. Et alors à chaque fois, donc je l'ai dit, tu t'intéresses aux morts déjà un peu bizarres. Est-ce que... Pas à chaque fois. Pas à chaque fois, mais souvent, Pierre Bérégovoy, Diana, Borel, est-ce qu'il y a une raison pour cet intérêt-là? Il y a forcément une raison... Intellectuel? Oui, certainement, mais moi je ne vais pas m'auto-analyser, j'en sais rien. Principalement, c'est le fait que on a une information sur des événements qui concernent le grand public, on a des informations très parcellaires. Et compte tenu de mon activité, de mon métier, j'ai une première fois eu l'occasion de travailler sur un sujet de cet ordre et de me rendre compte que quand je cherche moi-même, c'est-à-dire que je ne me limite pas à ce qui est donné en pâture, le peu qui est donné en pâture au public, on trouve assez facilement, c'est pas très compliqué, des informations tout à fait fiables et qui jettent un doute sur la version officielle qu'on a voulu donner. Ou plus exactement, qui, dans d'autres cas, la modifie. Alors, ce qui est spécifique avec toi, c'est que tu arrives à faire passer cette version non officielle, ou en tout cas qui n'est pas la plus courante, dans un grand média, qui est France 3. Oui. Alors, comment tu expliques ça? Je ne suis pas le seul. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne fais pas les comptes, mais je pense qu'il y en a d'autres quand même. C'est rare, disons quand même. Et là, je l'explique. Là, tu as cité des films en fait qui se recoupent sur 4-5 ans, tu vois, et qui correspondent à une relation privilégiée d'intérêt que j'avais avec la directrice de l'unité documentaire de France 3, qui s'appelle Muriel Rosé, qui est toujours dans la chaîne et qui fait des magazines maintenant, et qui avait eu beaucoup d'intérêt à l'époque où j'ai fait mon premier film sur Diana. Et quand elle a su que je faisais un livre chez Fayard sur l'affaire de la mort de Diana, elle s'est dit on pourrait peut-être faire un autre pour France 3. Et à partir de là, c'est enclenché un processus de production. C'est là qu'est venu Bérégovoy, le juge Borel. Voilà. Et je pense qu'elle aurait été encore en place, ça aurait été plus facile pour monter d'autres films dans le genre que j'ai dans mes dossiers, mais que j'ai plus de mal maintenant. Donc on en revient au rôle vraiment fondamental du courage personnel et individuel, souvent. Oui, y compris dans la chaîne, y compris dans les chaînes.
Alors, il y a le courage, mais il y a aussi, au-delà du courage, L'audace, quoi. oui, une certaine vue, une certaine ouverture d'esprit, une certaine liberté aussi. Ouais. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un comme ça et qu'il apprécie par ailleurs ce que vous êtes capable de faire artistiquement, Ouais. ben voilà, ça va. Ouais. Mais ça dure qu'un temps. Parce que ces affaires, quand même, donc qu'est-ce qu'elles révèlent, selon toi, qu'en fait les médias désinforment, d'une manière générale, puisque là, tes documentaires sont l'exception qui confirme la règle, je dirais, mais sur Bérégovoy, on nous a toujours dit, bah voilà, il s'est suicidé, point. Donc toi, tu dis non, les médias désinforment, ou non, les journalistes sont pas assez professionnels, ou alors s'ils sont moutonniers. Je crois qu'on peut rien dire de tout ça, parce que si on dit ça, on est qui pour pouvoir dire... Quand même, tu apportes. Non, mais je veux dire... Quand on voit tes documentaires, tu apportes un certain nombre de preuves. Oui, mais moment, ce que je veux dire, c'est que moi, je peux pas me permettre de dire les médias désinforment, moi c'est bien, mais les autres c'est pas bien, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, pas toi, mais disons, ce que tu montres, c'est que les faits sont occultés, quand même. Écoute, ce que je te disais, je m'attelle à un sujet et je trouve des éléments incontestables. Et donc je les raconte. Maintenant, si ça ne correspond pas à ce que d'autres ont dit, même s'ils sont majoritaires, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont permis de diffuser ce que je disais de manière étayée. C'est-à-dire il ne s'agit pas de théories farfelues ou de choses, si on les analyse de manière sérieuse, auquel on peut accoler le terme de complotisme ou de je sais pas pourquoi, comme c'est la grande mode maintenant pour dissuader quelqu'un de faire son travail. Mais justement, est-ce que toi, ton rôle, c'est pas justement de changer cette vérité officielle si elle est fausse? Non. Je la change de fait quand j'aboutis à un travail sur un film, sur un sujet. Si je suis pas d'accord, évidemment, avec la version officielle, parce qu'il y a des versions officielles avec lesquelles j'ai pas de problème. Oui, de fait, on arrive à une différence, un changement. Quelle est la vérité officielle sur la mort de Bérégovoy aujourd'hui? C'est un suicide. Ah bah tu vois, donc... Oui, oui mais... T'es pas frustré quand même que ça non, pas du tout, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on a une telle influence quand on fait des documentaires. On n'a pas une grande influence quand même. Quand on a toutes les preuves, c'est quand même frustrant. Non? Oui, mais c'est pas le seul cas. Vous pouvez prendre tu peux prendre des tas d'affaires judiciaires qui sont même plus ou moins médiatisées, où les avocats de la défense ont les preuves et la vérité n'est pas reconnue. Et alors des fois c'est des affaires de gens pas tellement connus et on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une version officielle qui est médiatisée parce qu'on n'en parle même pas. Alors là on a affaire évidemment à des gens très très célèbres. Mais parce que la justice est imparfaite, parce que la police est imparfaite, parce que les journalistes sont imparfaits, et puis moi je suis pas forcément parfait, voilà. Alors après, le tout c'est d'avoir une lisibilité, c'est-à-dire que d'avoir la possibilité de développer des idées qui vont pas dans le sens commun. Qui vont pas la pensée commune peut-être. Ça peut exister effectivement. Enfin les faits théoriquement c'est ça qui devrait être la pensée commune. Quand Bérégovoy, toi tu démontres très clairement qu'il a eu une balle dans un sens et une dans l'autre, en gros qu'il n'a pas pu se tirer les deux balles lui-même. Je résume. Moi je dis même qu'il n'y a qu'une balle. Mais Ah oui Ah bon Ah bon alors c'est possible alors qu'il se soit suicidé, non? Bah oui, sauf que la balle elle entre là. C'est ça. Et elle ressort pas. Donc à moins d'avoir fait un peu de contorsion. À moins d'avoir fait. C'est-à-dire que Bérégovoy, ça on peut se moquer de Sarkozy, c'est juste parce qu'il met des talonnettes, mais pourquoi on se moque de sa taille? C'est ridicule. Sarkozy, je suis sûr qu'il il est plus grand que n'était Mitterrand. Et Bérégovoy était encore plus petit que Mitterrand, il était tout petit, c'était vraiment tout petit. Et moi, je me mettrais debout à côté de Bérégovoy, sans problème, je lui mets le flingue sur la tête comme ça. Bon, vu ce qui s'est passé, il faut voir le film, les circonstances. Mais la balle est une balle entrante en haut du crâne. D'accord. Et on peut se suicider comme ça, faut le faire. Non, ce que je raconte dans Bérégovoy, c'est que c'est une arme qui a fait un petit trou d'entrée, et qui n'est pas ressortie, et qui a ravagé le cerveau. Et on dit qu'il se serait suicidé avec l'arme de son garde du corps, un 357 Magnum, qu'il aurait apposé comme ça sur son... Mais on n'a jamais eu cette blessure. Certains la voient, mais tant mieux, mais moi j'ai dit qu'on ne la voit pas. Il l'aurait mise là, et la balle ne serait pas ressortie. Un Magnum, ça explose la tête. Il y a plus de au moment où ça sort, la boîte crânienne explose. Mais ça n'a pas été dit. Pourquoi on ne dit pas ça?
Mais parce que déjà sur le coup, je raconte ça aussi dans le film, on annonce la mort de Bérégovoy. Et puis dans les 10 minutes qui suivent, on dit ah ben non, il n'est plus mort. Et puis après il est mort, puis après il n'est plus mort. Ça arrive souvent, parce que la mort de Lagardère, par exemple, non, mais... moi j'avais reçu des SMS direct, alors il est mort, je dis pas, finalement il n'est pas mort. Bien sûr, mais Lagardère, certaines personnes ont des doutes. Hein. Ah bon? Bah, bien sûr, Bon. dont Jean-Louis Gergorin, qui était... Ah bon? Mais bien sûr, il l'a toujours dit. Ouais. Bon, moi je sais pas, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Mais encore une fois, vous dites, on dirait je m'intéresse à Lagardère, ouais. à sa mort et au côté suspect de sa mort. Bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'accéder à des informations, mais... Puis là il y a des intérêts. On va tout de suite dire, mais attendez, ça va pas, pourquoi il est mort d'une suite d'une intervention chirurgicale, voilà. Pourquoi vous allez chercher, pourquoi toujours aller chercher un élément suspect, pourquoi toujours mettre en cause, toujours. Souvent j'entends des choses comme ça, alors que c'est pas toujours, c'est de temps en temps. Mais on vous dit toujours. Alors, oui, parce que là, pour rebondir, c'est-à-dire que Mohamed Merah meurt, comment il a été tué, après Ben Laden meurt, oui, mais puis Kadhafi, puis... Maintenant, toute mort, alors ça c'est peut-être l'effet Internet aussi, vous avez tout un tas de gens, tu as tout un tas de gens qui arrivent et qui disent « Ah oui, mais attention, c'est pas ce qu'on nous dit ». Bon, alors au bout d'un moment, c'est un peu systématique, quoi. Je pense... Bah, ça peut l'être, mais c'est ça. C'est ça? Bah oui. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi il y aurait une vérité à ce moment-là, ne faisons rien et restons-en aux vérités officielles. Et on ne s'intéresse à rien. Non, ça c'est un extrême. Mais l'autre extrême, c'est doutons de tout et finalement il n'y a plus rien qui tient. Quoi. Mais écoute, douter de tout, c'est très bien, non? Oui. Enfin, non, mais je veux dire, on n'est pas obligé de douter de tout, tout le temps, tous les jours, à tout instant, parce que c'est fatigant quand même. Puis on peut avoir autre chose à faire dans la vie. Mais sur des morts qui ont des conséquences, douter, c'est pas mal quand même, enfin. Oui, puisqu'il y en a plein, il y a l'avoine, Coluche, enfin la liste est très longue, mais par exemple, Diana, sur lequel tu as fait un documentaire, toi tu démontres que la voiture aurait été télécommandée. Enfin, c'est pas l'objet du film. Hein. Non, mais moi c'est ce qui m'a marqué. Moi, l'objet du film, c'est de dire que l'on a focalisé sur la mort de Diana, parce que c'était la seule personne célèbre dans cette voiture. Sauf qu'il y avait Dodi Al-Fayed, le fils du milliardaire Mohamed Al-Fayed. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, on a essayé de chercher des causes sur la mort qu'on aurait voulu de Diana, parce qu'elle était enceinte, parce que, je sais pas quoi, elle dérangeait les familles royales, etc. Ce qui est vrai, elle dérangeait la famille royale. Mais de là à ce qu'il décide de l'éliminer, de cette façon-là, ça pose des problèmes. En revanche, je disais, mais il y avait Mohamed Al-Fayed, Dodi Al-Fayed, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? C'est quoi, qui est Mohamed Al-Fayed? Dans quel état de complexité sa vie était à ce moment-là? Et là, je raconte et j'explique comment, à cette époque-là, Mohamed Al-Fayed était terrorisé d'être supprimé dans un attentat. Il avait 40 gardes du corps à l'époque. 40 gardes du corps. C'est le pire moment pour lui. Bon, enfin, voilà. Après, je raconte ça. Alors ensuite, bien entendu, on parlait de téléguidé. C'est pas parler de téléguidé, c'est que la voiture est rentrée dans un pilier. Alors la police a tenté d'expliquer que c'est parce qu'il a été gêné par une Fiat Uno qui n'a jamais été retrouvée, ça n'a jamais été établi. Cette histoire est assez farfelue. Mais ils ont aussi expliqué que c'est parce qu'il était complètement ivre. 1,8 g d'alcool dans le sang. On peut conduire avec ça, quand même. Et que troisièmement, il avait fait un excès de vitesse tout à fait considérable. On a parlé de près de 200 km/h, enfin 180, 200. Je relève d'ailleurs dans mon film les informations diffusées sur France Inter, et où les journalistes disent ça. Bon, ben, c'est pas vrai, il roulait à 100. Enfin, pourquoi on dit 200 parce qu'on peut, sans être sanctionné, après, c'est le problème du journaliste. Non, mais on imprime dans l'esprit du téléspectateur ce genre d'informations. Et après, peut-être les journalistes de bonne foi vont dire « Bah oui, c'est vrai, c'était pas 200, on n'aurait pas dû le dire. » Ben oui, mais ils l'ont dit. Il y a peut-être eu de la désinformation. Donc ils l'ont dit, et ça reste poursuivi par les paparazzis. Tout ça a été établi que c'était faux. Bon, mais oui, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et bien entendu, il y avait des paparazzis, mais la poursuite telle qu'on la chasse telle qu'on l'a décrite, et tout ça n'est pas la réalité. Sauf que personne ne s'y intéresse. Après, c'est un acquis. Il y avait eu une poursuite, vitesse, alcool,
et accident. Ben non. Le fait est qu'il a perdu le contrôle de sa voiture, que le taux d'alcoolémie est tout à fait suspect. C'est très compliqué de raconter pourquoi, mais il perd le contrôle de sa voiture, du véhicule. Comment c'est possible de perdre le contrôle? Et donc là, tu interviews un spécialiste qui explique qu'il n'y a pas qu'en tirant dans les pneus ou en trafiquant, je sais pas quoi. C'est une voiture qui, à l'époque, possédait un cerveau électronique. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais c'est beaucoup moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Et il expliquait qu'il était tout à fait possible d'intervenir à distance. Donc, tout simplement de couper le contact. C'est-à-dire que la voiture arrive dans le tunnel de l'Alma et le contact se coupe. À cette vitesse-là, après... Mais c'est-à-dire que quand c'est une voiture avec direction assistée, arrivé au moment dans le virage où il coupe le contact, il ne peut pas adresser. Non, c'est tout. Et ça, c'est... Alors, on explique pourquoi l'hypothèse de la commande à distance a des raisons d'être la bonne dans ce film. D'accord. Mais aussi dans le livre que j'ai écrit chez Fayard. Parce que c'est là où on arrive à des sujets comme le 11 septembre, par exemple. On entend certaines versions selon lesquelles les avions auraient été commandés dans les tours. Bon, ça on l'entend, notamment sur Internet, puisque dans les grands médias, un peu moins. Et c'est là où on ne sait pas après si on bascule pas dans le complotisme, justement, quand même. De toute façon, peut-être que des gens qui racontent cette version sont animés par l'envie du complotisme, de forces sombres qui... Peut-être qu'il y en a. Et alors? C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont ça en tête qu'il faut pas s'intéresser à la question. Enfin, on a le droit, quand même. Mais justement, sur le 11 septembre, tu as vu qu'il y avait un... Oui, mais moi, mon problème, il est là. C'est que moi, j'en ai rien à fiche des gens qui ont des idées qui ne sont pas les miennes. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que les médias n'en parlent pas, enfin, ou très peu. Alors, de cette version... Du coup, ça, c'est plus intéressant. Ouais. C'est-à-dire pourquoi ils n'en parlent pas. Ouais. Et pourquoi on n'en débat pas. Alors, parce qu'ils vont dire que c'est pas un sujet de débat, que l'affaire est tellement claire que... Bon, il semblerait que ce soit pas si clair que ça, mais je sais pas, moi j'ai pas travaillé dessus. C'est drôle parce que ça ramène à tes autres sujets de documentaire qui sont la vie après la Shoah, ils ne savaient pas, parce que finalement on accuse ces gens-là qui doutent de la version officielle du 11 septembre de révisionnisme. Donc ça c'est un mécanisme intellectuel très fort, enfin très dangereux même, parce que du coup ça remet en cause toute démarche scientifique. Oui, historique, c'est-à-dire qu'un historien, les historiens passent leur temps à revoir l'histoire, à retourner dans les archives pour recomposer une période et voir si ce que l'on en dit de cette période correspond aux archives que peut-être parfois personne n'est allé voir. Et là, effectivement, on va découvrir des choses qui sont un peu discordantes par rapport à ce qu'on croit savoir, des fois très discordantes. Mais donc ça, c'est revoir l'histoire, c'est un travail d'historien tout à fait normal. Alors quand ça dérange trop, on va dire que c'est du révisionnisme, c'est du négationnisme, ce qui est pire que le révisionnisme. Et ce qui est banalisé la Shoah d'ailleurs. Oui, mais cette période de la Shoah et ce que l'on a fait aux Juifs est absolument insupportable. Justement, on ne peut pas la comparer avec le fait de remettre en cause une version officielle sur le 11 septembre. Ça serait banalisé. Mais non, mais bien entendu que non. Ouais. Mais, si j'ai bien compris, il semblerait que des gens antisémites, des antisémites, aient soutenu des thèses contraires à la version officielle. Du coup, on a assimilé... Voilà. Toute remise en cause de la version officielle à des antisémites. Bon, alors c'est lamentable. Quoi. Alors, justement, venons-en à la Shoah, parce que, déjà, ils ne savaient pas, à l'interrogation. Dans ton documentaire, est-ce que tu expliques que beaucoup de gens étaient au courant, notamment dans la communauté juive? Enfin, comment ça se passait? Pas beaucoup, je ne dis pas beaucoup. Ouais. Non, on s'intéresse à cette question parce que quand on a libéré les camps de concentration, enfin les camps en général, on n'avait d'ailleurs pas fait la distinction entre les camps de concentration et les camps d'extermination. Et ça a été longtemps après qu'on l'a fait, mais vraiment longtemps. Mais c'est du genre tout le monde, mais on ne savait pas. Et on ne savait pas, c'est quand même la chose la plus courante qu'on peut entendre à propos de la Shoah.
et de la déportation des Juifs qui vivaient sur le territoire français vers Auschwitz, entre autres. Mais on ne savait pas ce qu'on leur faisait. Et voilà. Le premier bémol, c'est on ne savait pas, mais on se doutait que c'était pas terrible. Hein. On ne s'inquiète pas de ce qu'ils deviennent. On a occupé leurs appartements, y compris des locations, les gens sont allés... tout ça, on le sait. On doutait bien que ça allait... On ne savait pas le détail. Le détail, comme dirait Le Pen, on ne savait pas le détail, enfin c'est pas qu'il n'en est pas un, évidemment, c'est les chambres à gaz, etc. Bien qu'il y a plein de juifs qui ont été exterminés autrement. Que dans les chambres à gaz. Donc on ne savait pas, mais on se dit, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que la population ne savait pas. Comment c'est possible? Mais oui, il n'y avait pas de presse, mais il y avait de la presse clandestine. Et essentiellement, les seuls journaux clandestins qui parlaient des Juifs et de ce qui leur arrivait, c'est la presse clandestine juive. C'est les seuls. Qui s'appelait, enfin, tu as des titres qui s'appelait Fraternité, par exemple. D'accord. Où il y avait... Alors, si, il y a eu aussi, alors, pas dans la connaissance de ce qui se passait, mais vraiment dans l'avertissement que la période était dramatique, c'était le témoignage chrétien. Et Combat, ils auraient fait spécial Enfin, tu vois, peut-être pas... Mais écoute, la presse clandestine... si, Combat, bien sûr. Mais bon, en tout cas, c'est des journaux renéotypés qui étaient... ils n'avaient pas les moyens d'enquêter. Bien sûr, et puis sinon, il y avait la presse de Vichy, la désinformation, etc., pour ce qui est de la population. Mais moi, la population, elle voyait quand même bien. Quand il y a eu les rafles de 16 et 17 juillet 1942, et celle qu'on appelle la rafle du Veldiv, dans la population parisienne, ça a été une émotion terrible. Mais quand on va dans les archives de la police, de la préfecture de police de Paris, et qu'on lit les textes écrits par les flics au jour le jour, ils disent dans ces textes que l'émotion était très vive, mais que quand les Parisiens ont appris que les Juifs raflés n'étaient que des Juifs immigrés, ça s'est calmé. Ouais. C'est terrible. C'est absolument terrible. Alors donc le fait de savoir pas savoir, c'est du genre finalement nos Juifs français, les Français on les a pas pris. Et alors ça c'est quand même toute la question de l'UGIF, parce que on peut y venir 2 minutes. C'est quand même un organisme dont peu de gens ont connaissance. Donc l'Union générale des institutions juives israélites de France. Parce que les Juifs de France étaient très pointilleux là-dessus. Ils ne s'appelaient pas juifs. Israélites. C'était des Israélites, de confession donc israélite. C'était des Israélites. Parce que le terme de juif qui est apparu à cette époque-là désignait l'étranger. Le juif étranger, le juif venant d'Europe centrale. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Et c'était vraiment distingué, associé. Oui. Il n'y avait pas de communauté juive comme on peut le reconnaître aujourd'hui. Il n'y avait pas une communauté juive. C'est ça. Ben justement, la communauté juive, elle a été un peu créée par Vichy, et donc par les nazis derrière, parce que l'UGIF était son premier représentant. Oui, mais je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Non. En tout cas, la représentation de la communauté juive a été créée par l'occupant à travers l'UGIF. Bon. Et ces gens-là, c'était des juifs français, des Israélites justement, pas des juifs, selon la terminologie de l'époque. Et leur but, c'était de protéger les juifs français. Oui, enfin, leur but, normalement, c'était d'organiser l'aide sociale aussi. C'était ça, officiellement. Clairement, ils étaient sous la botte des nazis et ils essaient de sauver les meubles. En se doutant même pas qu'eux-mêmes vont y passer, justement. En espérant qu'ils n'y passeront pas. Et c'est vrai que la guerre aurait tourné autrement, c'est-à-dire que dès 1944, ça allait tellement mal pour les Allemands qu'ils sont fous furieux, ils sont mis à vouloir rafler les Juifs de France. Mais il n'y aurait pas eu ça, peut-être qu'ils s'en seraient tirés. Peut-être. Mais du coup, il y a bien eu des Juifs dans la collaboration, qui est le titre du livre de Maurice Rachefus, préfacé par Pierre Vidal-Naquet, qui n'a jamais été réédité d'ailleurs. Bon, on en trouve quelques exemplaires très chers sur Internet. Et donc pourquoi ce tabou de l'UGIF? Puisque après, c'est créé le CRIF avec des résistants pour le coup là. Donc toi, tu parles de la résistance juive aussi, qui était au courant ou pas? Je parle un tout petit peu de la résistance juive, mais c'est pas le thème du film. Je parle de la résistance en général. Je parle de la France libre, c'est-à-dire de Gaulle et des Français libres qui sont à Londres. Alors eux, est-ce qu'ils savaient? Eh bien là, oui.
C'est-à-dire De Gaulle savait mais n'a rien fait? Oui. D'accord. Donc comme les sionistes d'Israël, qui savaient mais qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, alors ils n'ont pas su tout de suite, hein. Mais à partir de 1943 c'était clair. Ils n'ont pas su tout de suite, ils ont eu des informations, et des gens de l'entourage de Gaulle ont alerté. Mais ça n'a pas eu de suite. Et pour quelle raison? Pour des raisons parce que matérielles? la première raison qui est invoquée, est-ce que c'est la bonne? En tout cas, c'en est une, c'est sûr, c'est que De Gaulle était suspect d'être en favorable aux Juifs, si les choses se déroulaient au mieux pour nos intérêts, à la fin de la guerre, qu'il fasse revenir les Juifs. Alors qu'en France, on ne voulait pas qu'ils reviennent. C'est ça, il y avait vraiment un climat antisémite. Et donc il était suspecté de ça. Il y a plein de caricatures d'ailleurs qui le dessinent Voilà, entre fourrier des Juifs, on disait. Voilà. Et donc, par rapport aux missions qu'ils avaient à accomplir, qui étaient de rétablir l'ordre, de libérer la France, etc., c'était un problème, parce que dans la France libre, autour de Gaulle, il y avait des antisémites. Bah oui, il y avait de tout. Il y avait des Juifs, des il y avait des gens d'Action française, etc. Voilà. Et dont le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, que j'ai interviewé dans le film, dans ce film, et qui explique, oui, tout ça. Et qui reconnaît. Mais il explique aussi que pendant la... Mais il dit que lui... Non, mais il a des doutes. Il a des doutes. Il a des doutes sur quoi? Sur les informations? Il a des doutes sur, finalement, ce qu'on a dit, des rafles de juifs en France. Il a des doutes, quoi. C'est-à-dire que lui se fie à ce qu'il a vu. Il dit, moi je suis un témoin d'époque. Enfin, l'étoile juive, il a... Non, non, je parle, bien sûr. Ça, il l'a vu. Oui. Mais c'est vrai qu'entre... Non, il parle des rafles, des portées, de tout ça. Enfin, je sais pas. Il introduit un doute, qui est son problème, mais avec beaucoup d'honnêteté dans le film. C'est ça. Moi, je remercie. Il revient sur l'époque, ses doutes à l'époque. Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, les Juifs ont été déportés. Il faut savoir quand même que sur les 76 000 Juifs de France déportés, plus de les 3/4 sont des Juifs étrangers. Et donc, effectivement, cette organisation... Alors, donc, ce que je raconte, c'est qu'on savait, mais qu'on a décidé de ne pas faire. Et la résistance, pour ne parler que d'elle, la résistance en France, la résistance des cheminots, etc. La question, c'est pourquoi tous les trains avec des juifs à l'intérieur, des raflés, déportés, tous les trains ont pu quitter sans encombre la France. Tous. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu veux dire que les cheminots auraient pu faire blocage d'une manière ou d'une autre? Aucun train n'a été empêché. Aucune machine en panne, il n'y a pas besoin de faire sauter forcément les voies. On peut les faire sauter avant et puis empêcher que le train sorte de France. Ça n'a pas été fait, il n'y en a pas eu du tout. Et donc ça pose question. Comment ça se fait? Et là, on comprend que ce n'était pas l'objectif de la résistance. Oui, ça les le but de la résistance n'était évidemment pas de sauver des juifs. De toute façon, ils avaient déjà tellement peu de moyens. Ils avaient peu de moyens. Alors après, tout le problème de la résistance, mais je ne rentre pas trop là-dedans, parce que c'est un autre thème. Mais ce n'était pas leur but, ils avaient trop de trucs compliqués à faire. Mais ils risquaient leur vie aussi. Mais l'émotion qui a été suscitée bien après-guerre, bien longtemps après-guerre, en apprenant qu'il y a eu extermination, etc., des juifs, elle n'a aucun rapport avec l'époque où des gens dans les instances informées savaient ce qu'on faisait. Et qui étaient peut-être émus, mais qui ont décidé de ne pas faire. Politiquement, c'est une décision de ne pas faire. C'est ça, mais sachant que les sionistes d'Israël, à l'époque, n'ont rien fait non plus, finalement, on se dit, bon, bah voilà... Enfin, donc, tu veux dire les Juifs qui vivaient en Palestine. Voilà, à l'époque, c'est la Palestine. Et ils vivaient en Palestine, et non, mais ils avaient coupé avec l'Europe, ils ne voulaient plus entendre parler de ça, ils créaient un... Mais ils ont eu des informations, enfin, tu vas pas enquêter là-dessus, mais ils avaient des informations. Ils ont eu un... Oui, mais... Quand après-guerre, ça je le raconte dans mon précédent film, La vie après la Shoah, quand après-guerre, les rescapés des camps d'extermination se sont retrouvés pour beaucoup d'entre eux sans famille, sans rien, on les a remis dans des camps d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas où les mettre. Et ceux qui ont réussi à émigrer en Israël, ce qui était très difficile au début, c'est l'affaire des Exodus, eh bien, ceux qui ont réussi à immigrer en Israël, j'ai des témoins qui me le racontent, que je suis allé interviewer là-bas, disent qu'ils étaient mal vus.
Parce que c'était pas le juif vainqueur et conquérant, le nouveau juif d'Israël, de l'État d'Israël qui se bat contre les Arabes. Et donc contre les Anglais aussi. Alors, le juif rescapé des camps, c'est-à-dire la formule qui est employée pour eux, ce sont des juifs qui sont comportés comme des moutons qu'on emmenait à l'abattoir. Voilà. Et jusqu'à très récemment, on leur versait difficilement leur pension. En plus, bien entendu. C'est quand même assez scandaleux. Donc, l'émotion qu'on a en parlant de la Shoah et de ce qu'on leur a fait subir, franchement, n'était pas partagée par tout le monde. Hein. Et alors après-guerre, encore moins. En France, genre, les rescapés des camps, vous ne voulez pas trop en entendre parler. Alors déjà, les rescapés des militaires, tout ça, ça va, mais ils n'étaient pas dans les camps d'extermination. On faisait pas la différence entre l'un et l'autre. Je veux dire, ça, c'est de la reconstitution des années après. Et je raconte aussi une autre chose dans le film pour l'après-guerre, c'est que il y a un film qui a fait prendre conscience aux Français, aux jeunes Français, en 1954, et donc après, puisque c'était projeté dans les écoles et tout, c'est le film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard. Une référence. Ouais. Bon. Mais il ne fait pas de référence. Il n'y a pas un mot sur les juifs. Il y a pas un mot. Voilà. Alors que les images qu'on montre sont des images de juifs déportés. Le commentaire a sciemment occulté la spécificité des juifs, les tziganes, etc. C'est ça. Et est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à un autre, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas du tout, et maintenant on a l'impression qu'on en parle quand même beaucoup, voire que ça occulte même les résistants eux-mêmes. Eh bien, peut-être, mais ce que je dirais, c'est que quand on cache la vérité, eh ben on va en parler pendant des années, des dizaines d'années, tant que ça ne sera pas clair. Mais le problème, c'est que c'est rare les choses qui sont très claires tout de suite. Hein. Ouais. Mais je reviens à des histoires moins graves comme la mort de Diana, beaucoup moins graves évidemment. Mais pourquoi ça traîne? Parce que on a caché des choses et que c'est pas compliqué de montrer qu'il y a eu une volonté de pas bien informer. Hein. On va pas dire de désinformer parce que c'est pas bien de dire ça, mais il y a eu une volonté d'occulter et sous couvert de rapidité de l'information, de manque de développement, on en est resté là. Alors justement, ton travail, et ce sera peut-être ma dernière question, mais c'est une question de fond. Ton travail, c'est de faire du journalisme que je considère de qualité. C'est-à-dire que tu prends le temps, comme tous ceux qui écrivent des livres, d'ailleurs, il faut beaucoup de temps, et ça s'oppose au système que tu viens de qualifier, c'est-à-dire de rapidité, qui finalement est le système ultra dominant aujourd'hui, qui 99% de l'information, c'est celui qui donne le là. Donc est-ce que... est-ce qu'on va revenir à un peu plus de sagesse avec des journalistes comme toi ou moi qui travaillons plus dans la durée que dans l'immédiateté? Ou est-ce que finalement l'audience, parce qu'il y a ça aussi, c'est l'audience, il faut réagir tout de suite, il faut donner l'information même si elle est fausse, et puis après on corrige. Enfin... Écoute, déjà, moi je suis pas journaliste. Ouais, enfin tu fais un travail journalistique quand même. Ben oui, mais il me semble que pour se dire journaliste, il faut une carte de presse. Non. Moi j'en ai pas. Non. Et j'en suis fier. En tout cas, c'est pas mon métier d'être journaliste. J'ai jamais travaillé pour un journal, j'ai jamais travaillé pour une chaîne d'infos, pour une rédaction. J'ai jamais travaillé pour une rédaction. Nimbus, c'était. Parce qu'on n'a pas dit, mais tu travaillais pour Nimbus aussi. Oui. Tu avais quel rôle? J'écrivais, je réalisais des sujets. Okay. Mais non, franchement, pour moi, c'est pas la même chose. Précisément, si je fais cette observation, c'est pas de la coquetterie. Hein. Et puis, j'ai rien contre les journalistes. Je peux l'avoir contre une certaine pratique, comme tu viens de la décrire, dont ils sont peut-être victimes d'ailleurs. Mais il faut bien vivre. Ouais. Ah bah, je sais pas, moi. Les gens sont conscients de ce qu'ils font, quand même. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, moi, c'est pas de la coquetterie, c'est que quand on fait un documentaire, la moindre des choses, c'est d'y avoir consacré beaucoup de temps, quand il y a de l'investigation, bien sûr, en particulier. C'est la moindre des choses. Eh bien, cette période qui est rarement bien rémunérée à la télévision française, elle est indispensable et pour moi indissociable du documentaire. Le journaliste qui doit répercuter des dépêches d'agence, etc., on n'est absolument pas dans la même situation.
Et c'est une différence énorme, mais tout à fait considérable, mais un gouffre. Ma question c'est ça, est-ce que l'humanité peut continuer longtemps à ce rythme? Parce que c'est un rythme. Attends, l'humanité a existé avant les infos, les chaînes d'infos, avant les... comment on avait l'information il y a 200 ans, je sais pas, 300 ans ou 500 ans. Oui, c'est sûr, si on remonte aussi loin. Mais non, mais je veux dire, il y a eu des périodes très riches dans la vie intellectuelle, culturelle et tout ça, dans le passé, enfin je sais pas. Ce qui est sûr que c'est un petit peu dérangeant de voir qu'il y a, comme on dit, tous ces moyens de communication et puis pas tant d'informations que ça. Et la qualité baisse. Et quand on sait aussi qu'il y a une offre gigantesque sur Internet, mais que c'est difficile de s'y retrouver, hein, c'est ce qu'on dit. Alors que finalement, ça c'est des choses qu'on pourrait apprendre à l'école aux enfants, c'est-à-dire à exister dans le virtuel, dans le monde virtuel. Enfin, ça, c'est un de mes sujets de prédilection. On ne le fait pas. Je pense que là, il y a un vrai problème. Ah, d'accord. Mais quand on entend Internet, il y a tout et n'importe quoi, etc., malheureusement, c'est la même chose dans les grands médias. Voilà, ça, on le dit jamais, par contre. Bah, écoute, forcément, parce que alors, ce sont les évidemment, il y a quand même des gens qui font... un travail contrôlé, alors pas contrôlé dans le sens censure, hein, mais contrôlé par des confrères dans les grands médias, ce qui n'est pas forcément le cas, voire pas le cas sur Internet. C'est-à-dire que tout le monde se croit journaliste, tout le monde se croit capable d'écrire sur tout et n'importe quoi, donc on a tout et n'importe quoi. En ce sens-là, c'est exact. La contrainte d'une rédaction, c'est une contrainte, mais en même temps c'est une bénédiction parce que ça permet de confronter les éléments avec d'autres. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on ait cette garantie-là systématiquement sur Internet. Hein. Maintenant, sur Internet s'expriment des gens qui sont des sachants sur des tas de sujets. Ou des témoins sur des événements, et on ne les voit pas forcément dans les grands médias. Donc tant mieux qu'il y ait Internet. Mais cette liberté d'Internet, c'est le grand enjeu, je pense, des temps qui viennent. Est-ce qu'on va l'avoir toujours, cette liberté? On entend bien, hein, ne serait-ce que pour l'histoire de terrorisme, on pourrait la limiter. Ou des soi-disant histoires de droits d'auteur, on pourrait limiter. Ou de révisionnisme, ou de négationnisme. Alors ça c'est autre chose, parce que ça correspond à des lois qui existent. Hein. Non mais la révision en France... Non, parce que la loi elle existe, c'est la loi Guesso, mais elle est étendue à tout un tas de sujets maintenant, où on se demande si on va pouvoir en parler sans être automatiquement taxé de révisionnisme. Ah oui, mais ça c'est oui, bien sûr, mais c'est valable pour la presse écrite, hein, ou l'édition. Dès que c'est Internet... Non mais si c'est l'édition, c'est pareil, si vous mettez à sortir un livre avec des propos négationnistes en disant il n'y a pas eu un juif mort dans les Jean Magaz, etc., là il y a un problème. Hein. Oui. Donc c'est pas seulement Internet. Non, pour ce sujet précis, oui. Mais pour tous les autres, on parlait du 11 septembre. Pourquoi... oui, mais il n'y a pas de loi anti-11... Pas encore. Hein, bon, ça va, quoi. Moi, je crois vraiment que c'est bien qu'il y ait de la diversité. Le fait est que, sauf si tout le monde est oisif et chômeur ou je sais pas quoi, on ne peut pas passer son temps à aller chercher l'information, la confronter, etc. Donc il faut des journalistes. Et plus il y a d'informations, théoriquement, plus il faut de journalistes. Bah, oui, et plus il faut de journalistes avec un système de positif, d'autocontrôle, où on raconte pas n'importe quoi. Mais si le contrôle, c'est d'empêcher certaines informations qui vont déranger, qui sont grinçantes, ou qu'il va falloir prendre du temps pour les vérifier, et tant mieux, si c'est ça le contrôle, du coup elles ne sortent pas, c'est un vrai problème. Bah, c'est là où Internet, théoriquement, devrait permettre de faire contrôler. Oui, mais quoi qu'il en soit, moi je persiste à penser que les gens n'ont pas le temps. Et la télé ou les choses faciles sur Internet, c'est quand même ça qui est le plus consulté. Hein. C'est pas... C'est pas enquêter des bains, malheureusement. Ben non, mais c'est absolument une évidence. Mais est-ce que c'est très grave? Je ne crois pas. Ce que je pense qui est très grave, c'est quand l'information au grand public est pas honnête. Alors là, c'est grave. Où elle est orientée pour des tas de raisons qu'on saura justifier. Ça, c'est un problème.
Bien, on en reste là, mais c'est une bonne conclusion, je trouve, pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup, Francis Gildry, d'être passé ici. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.